Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps, depuis février exactement, que je ne vous ai pas fait un petit truc pour parler d'un saint ou d'un personnage important dans l'Église, ce qui veut dire important dans le sens qu'il a atteint la sainteté sur terre. Donc, il a été vénéré très rapidement par les simples gens euh, habitant autour de lui. Alors, on va parler aujourd'hui, c'est très simple, de Saint Benoît de Nursie. Alors, Saint-Benoît de Nursie, ça s'appelle pas, c'est pas Saint-Benoît, hein. Oui, Saint-Benoît de Nursie, oui, qui est le fils, c'est Saint-Benoît qui est à Saint-Benoît-sur-Loire. C'est le fils d'une maison nobiliaire, en fait, hein, située à 100-150 km de Rome, un petit peu moins, au nord, nord-nord-est, hein, donc un peu éloigné de la mer. Plus éloigné de la mer que Rome. Et donc il naît là, dans cette famille assez aisée, avec sa sœur, qui deviendra sainte scolastique, dont on pense que ce sont des jumeaux, enfin des faux jumeaux, parce qu'ils sont nés la même année. Alors c'est vrai qu'il y a des cas où effectivement ils sont, il peut y avoir deux naissances la même année, c'est pas du tout des jumeaux. Je connais une amie comme ça où en fait ils sont à 7 mois avec son frère. Il est né prématurément, ils sont à 7 mois. Là, pour être nés la même année, s'ils ne sont pas nés ensemble, sachant que Saint Benoît est né le 2 mars 480, vous voyez qu'il reste juste 9 mois, ça voudrait dire que Saint Scolastique serait né en décembre. C'est quand même assez risqué. Donc il y a effectivement une possibilité assez grande que ce soit des jumeaux. En tout cas, ils s'entendaient très bien. Ils étaient très très proches l'un de l'autre, hein, comme souvent le sont les jumeaux ou certains frères et sœurs. Saint Benoît est élevé comme toutes les familles, puisque son père a priori est un fonctionnaire romain. Nous sommes en 480, donc c'est la fin de l'Empire romain. Donc fonctionnaire de l'Empire romain, et il est marié avec une noble du coin. Donc ils sont très bien éduqués à l'école et tout. Donc à l'époque, comme on est à la fin de l'Empire romain, l'enfant est souvent confié à un esclave de confiance qui est lettré. C'est certainement ce qui est arrivé à Saint Benoît et à Sainte Scolastique. Mais on n'en est pas sûr. Toujours est-il qu'à 15 ans, il part avec sa nounou à Rome pour continuer les études, pour devenir lui-même fonctionnaire, donc approfondir le romain, etc., le latin, etc. Là, il est complètement écœuré par la façon corrompue, même si Rome est une ville brillante, mais la façon corrompue dans laquelle tombent ses collègues, au niveau des parties fines et tout ce qui s'ensuit. Et donc, il s'éloigne. Il va à peu près à une cinquantaine de kilomètres à peu près à mi-chemin entre chez lui en gros, et Rome. Et là, il va s'installer. On lui impute son premier miracle à ce moment-là, puisque sa nounou casse un ustensile de cuisine et il fait une prière et en fait l'ustensile est réparé. Voilà. Puis après, avec ce miracle et tout, il a de la pub et tout, donc, etc. Donc ça lui va pas, il renvoie tout le monde. Et il se trouve une grotte, en fait c'est un moine qui lui indique une grotte. Il va y rester 3 ans. Ce moine vient le ravitailler régulièrement par panier avec une cloche, machin et tout. Puis à un moment, le moine ne vient plus. On pense que c'est parce qu'il est décédé. Et donc, c'est un autre père qui vient, qui est au courant qu'il est là. Saint Benoît, c'est plus du tout qui jour il est ni quoi que ce soit. Voilà. Et en fait, il lui propose. Enfin, c'est un monastère qui lui propose, parce que les gens viennent le voir, savent qu'il est là, connaissent vraiment il a une renommée presque de saint déjà. Il est jeune, hein, il a 18-19 ans. Hein. Il y a un monastère qui vient et qui lui demande de devenir l'abbé du monastère. Alors, la première fois, il dit non, la deuxième fois, bon, éventuellement, il sait se convaincre. Il y va et il réforme tellement les choses que il voudrait bien qu'il parte.
Donc en fait, ils veulent tellement qu'il parte que il remplit sa coupe pour boire d'un poison. Et au moment de la bénédiction, la coupe se fend en deux. Donc il ne boit pas. Donc il comprend le truc, donc il part. C'est là qu'il va aller au Mont Cassin, qui existe toujours, hein, c'est le nom d'une montagne, hein, le Mont Cassin, Monte Cassino, qui a été la dernière fois détruit, vous savez, en 1944 par les Américains. Erreur tactique, et parce qu'en fait, il n'y avait quasiment pas d'Allemands. Mais par contre, un coup qu'ils ont tout bombardé, les Allemands sont venus parce que c'était facile pour qu'ils se protègent. Donc, ils ont enquiquiné les Alliés pendant des mois, comme quoi. Hein. Bon. Et là, à partir d'un ancien temple visiblement dédié à Apollon ou Jupiter, il va transformer en une église, hein, ce qui arrive souvent. Vous avez sur à Rome là où il y a tous les restes de temples, la basilique et tout, ça s'appelle, ça me reviendra, le forum romain. Vous avez notamment un ou deux temples qui sont transformés en église, hein, qui sont en très bon état, mais qui sont transformés en église. C'est pas pour autant les plus vieilles églises, hein. Ils sont dans des bâtiments anciens, mais construits pour des temples, hein, et ils ont été transformés en église, ce qui n'a rien à voir avec une église construite en tant qu'église. On est dans l'archéologie là. Voilà, et puis il choisit une tombe sur un petit peu plus loin, sur un sanctuaire dédié à Apollon, il y a une statue, etc. Voilà, donc là il va rester entre 20 et 30 ans. Donc on atteint le 6e siècle, les années 510, et 510-520, et il va fonder une communauté particulière qui est par petits groupes de 12 moines sous la gestion d'un abbé, et lui il est supérieur global. Alors là encore, il gêne les gens parce que beaucoup viennent, il fait quelques miracles et tout, notamment il y a un moment un jeune qui va tellement avec courage, il a une faucille pour couper ce qu'il a coupé, qu'en fait le manche se défait de la faucille en fer qui tombe à l'eau. Et donc Saint Benoît arrive, prie, met le manche dans l'eau, et la lame remonte et se refixe au manche. Voilà, donc il y a plein de trucs à tester. Alors, pratiquement toutes les informations qu'on a sur Saint Benoît, c'est par Grégoire le Grand, qui deviendra Saint Grégoire le Grand, qui est en fait le pape Grégoire Ier. Alors, c'est intéressant parce que, c'est une parenthèse, hein, Saint Benoît meurt en 547, mais lui est né en 540. Voilà. Donc, en fait, il établit ses livres sur la vie de Saint Benoît et Sainte Scolastique, qui représentent un quart ou un tiers de ses écrits, à partir des témoins de l'époque, hein, qui sont encore en vie et qui ont connu Saint Benoît. Alors certains, c'est leurs écrits, ils sont morts. Il y en a au moins un, il est vivant. Donc c'est intéressant. Et c'est doublement intéressant qu'on peut dire qu'il a peut-être enjolivé, etc. Mais le truc, c'est que quand il décrit l'endroit précis où Saint Benoît a été enterré et tout, quand des fouilles ont été faites dans les années 50-60, effectivement, on a retrouvé le tombeau de Saint Benoît au Mocassin, là où il l'avait indiqué. Donc ça donne vraiment du crédit. Hein. Donc c'est essentiellement lui dont on tire la vie, la biographie de Saint Benoît, comme de Sainte Scolastique d'ailleurs. Alors Sainte Scolastique, pendant ce temps-là, va fonder un autre monastère aussi, pas très loin du Mocassin. Là, dans son groupe de monastères, en fait, c'est une petite communauté de 12 avec un abbé, il est le supérieur général. Il y a un prêtre du coin qui est écœuré parce que tout le monde va voir Saint Benoît et personne ne vient le voir. Et là aussi, il décide de le tuer. Donc il envoie un pain. Mais Saint Benoît, qui a développé son don de prophétie et tout, sait très bien ce qu'il en est, et va confier le pain à un corbeau en lui demandant de l'emmener loin. Voilà. C'est ce qui explique que quand on représente... Alors, il n'y a aucune représentation d'époque de Saint Benoît. Hein. Elles ont été faites bien plus tard, donc finalement, il y a peu de chances que ça corresponde à ce qu'il était, parce que nulle part on trouve s'il était grand, petit, moyen, gros, maigre, enfin,
voilà. Donc on va le représenter souvent, c'est une parenthèse, justement avec un corbeau qui le sauve, hein, qui est un animal décrit comme un animal obéissant, etc. Avec une crosse de sacerdoce et un livre. Alors, il y a des discussions, certains disent que c'est la Bible, d'autres que c'est la règle des bénédictins. Alors, je pense que dans les nombreuses représentations de Saint Benoît, on doit pouvoir trouver les deux. Voilà. Voilà pour la représentation. Donc, il continue, il fait des miracles encore. Et au moment où il décide de partir, parce qu'il ne veut pas mettre en doute la communauté, puisque bientôt ce prêtre développe des mensonges pour discréditer complètement Saint Benoît, il décide de partir. Et le matin de son départ, il apprend que le prêtre en question est décédé. La maison s'est écroulée sur lui. Il part quand même, et c'est là qu'il va s'installer sur le mont Cassin. Donc il ouvre une maison, un monastère en 529, quelques années avant sa mort. Et puis il aide sa sœur à créer aussi un monastère pas très loin, à quelques encablures, pas très loin. Voilà. Là encore, ça va être miracle, etc. Et c'est au mont Cassin qu'il écrit sa règle. Avant, c'était une règle de... on s'inspirait surtout de deux saints, mais qui étaient vachement austères, hein, rigoureux, exigeants et tout. Saint Benoît, c'est un homme de paix. C'est pour ça qu'il va intervenir aussi auprès des représentants politiques, etc. Et il est strict, mais c'est tout à fait vivable. C'est-à-dire qu'il diminue l'austérité, il veut arriver à quelque chose, une vie équilibrée dans ces monastères. Donc partagée entre la notion de paix, la notion de prière, la notion de travail. On dit bien la notion de paix. Donc la notion de paix implique un repos minimum. Voilà. Il décrit les détails, il décrit comment persuader les récalcitrants, mais avec lui, c'est pas bien méchant, mais très efficace. Donc sa règle fait 93, on va dire 93 parties, ce qui est assez court pour une règle. Et il est très clair et il s'appuie beaucoup sur l'exemple, sur comment dire, l'équilibre, hein, de la personne, etc. Donc c'est très très intéressant. Ce qui fait que sa méthode, donc les bénédictins vont se répandre à une vitesse folle au cours du Moyen-Âge, donc bien quelques siècles après qu'il soit mort, ce qui va donner l'abbaye de Cluny avec ses 1000 prieurés. Il faut savoir que l'abbaye de Cluny en Bourgogne, c'était avant Saint-Pierre de Rome, c'était la plus grande église de la chrétienté. Hein. Il en reste 5% debout, Napoléon a fait abattre. Et elle était tellement grande qu'il y avait une avant-nef avant la nef. C'est-à-dire que quand vous faites la visite guidée, il y a toujours les marches qui menaient à l'avant-nef. Et là, on vous dit, vous voyez les clochers que vous voyez tout là-haut, là-haut, là-haut. Eh bien, c'est le cœur. Et là, vous vous dites, mais c'est combien de centaines de mètres? Voilà, donc elle avait 3 nefs. Et c'était une église romane. C'était la plus grande avant Saint-Pierre de Rome. Il n'y a que Saint-Pierre de Rome qui l'a dépassé en taille. Hein. Il faut quand même le faire. Et donc vous aviez, comme dans les églises romanes, au niveau du chœur, donc il y a une coupole, c'était arrondi, et vous aviez un Christ peint avec les bras étendus qui vous accueillait, qui était gigantesque. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'à la Roman, les églises sont entièrement peintes, très colorées, très vivants. Hein. On va s'y balader parce que c'est pas du tout terme comme les églises romanes maintenant qui ont perdu en fait leur peinture. C'est très vivant, très coloré. Hein. N'oubliez pas que les cathédrales, on allait s'y promener, donc c'était pas terne comme maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer à quel point Benoît va réformer la vie monastique. Donc ça va donner les branches, et après les cisterciens, etc., tout ce qui s'ensuit. Il reste au Mont Cassin et il reçoit comme prophétie qu'il sera entièrement détruit. C'est ce qui va arriver. Et il meurt. Alors, il avait l'habitude de se voir avec sa sœur potentiellement jumelle, un jour chaque année, où ils parlaient de Dieu, etc. C'était leur journée à eux deux. Ils se rencontraient comme ils n'étaient pas loin, chacun faisant la moitié du chemin.
C'était mignon. Pour pouvoir être entrés chacun dans leur monastère le soir. Et la dernière fois, c'est en 543, Saint Scolastique lui demande de rester avec lui toute la nuit. De rester avec elle toute la nuit. Et il veut pas, il dit non, il faut que je rentre au monastère et tout. Alors elle s'agenouille, est pris, et il y a un tel orage qui se déclenche, il ne peut pas faire le chemin. Il est obligé de passer la soirée, la nuit avec sa sœur. Et en fait, Saint Scolastique, ça fait pourquoi il demandait ça? C'est parce que 3 jours après, elle va mourir. Voilà, donc il sera averti, et ça lui aura permis de passer une journée entière avec sa sœur, la dernière journée. Oh, elle le précède de peu, hein, puisqu'elle meurt en 543, lui en 547, 4 ans. Voilà, mais tout ce qu'on a comme souvenir, c'est qu'ils sont extrêmement proches, le frère et la sœur, et il y a vraiment, c'est pas excessif, hein, une fois dans l'année, ils se contactent, c'est leur journée à eux deux. Voilà, c'est leur journée à eux deux. Et donc, quand sa sœur meurt, il demande à ce qu'elle soit enterrée dans son caveau, sur un endroit où il y avait une statue d'Apollon. Le temple d'Apollon est transformé en abbatiale, et il y a un endroit à côté où il y a une statue d'Apollon et tout. Donc, il fait faire son caveau, il demande à ce que sa sœur soit mise dans ce caveau-là, voilà, dans son caveau à lui. Puis il écrit, donc il écrit la règle, etc., tout ce qui s'ensuit, et il va mourir en 547, en faisant beaucoup de prophéties qui se révéleront justes d'ailleurs, y compris pour la vie privée des gens, et de façon plus générale, plus globale, en faisant beaucoup de miracles, etc. Donc il est enterré dans son caveau, c'est-à-dire à côté de sa sœur, et la prophétie qu'il avait reçue concernant le monastère du Mont Cassin se produit peu de temps après, hein, une quarantaine d'années, puisque en 589, c'est les Lombards, qui sont à l'époque à moitié dégénérés, qui attaquent et qui mettent en pièces, qui détruisent complètement le Monte Cassino. Mais Benoît précisera dans la prophétie où le Monte Cassino va être détruit, qu'il réussit par la prière à sauver les moines. Alors ça, l'histoire change. Il y en a qui disent que tous les moines ont été sauvés. Il y en a qui disent que ben non, certains ont été tués. Et donc on n'est pas très clair là-dessus. Voilà, toujours utile qu'il y a une partie des moines qui partent à Rome avec une partie des reliques de Saint Benoît. Et il y en a une partie qui reste sur place. Mais le monastère est en ruine, si vous voulez. Parce qu'il y a quand même les restes de sa sœur, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc pendant un temps, l'ordre bénédictin sera dirigé de Rome, en fait. Il faut savoir que le Monte Cassino, la dernière fois qu'il sera détruit, c'est en 1944, et il a été détruit, je crois, au cours de... Depuis sa construction en 529, il a été détruit entre 4 et 6 fois. Voilà. Et donc la dernière fois, c'est les Américains, les Alliés, qui le bombardent, pensant que les Allemands s'étaient réfugiés. Or pas du tout. Les Allemands, pour une fois, ont évité de faire trop les idiots, et à la demande du prieur, ils ont emmené les livres les plus importants, certains datant du temps de Benoît et tout, etc., des centaines, les protégés à Rome. Donc il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs centaines de bombardiers, hein, plus de 100 bombardiers lourds, plus de 100 bombardiers moyens, qui larguent quasiment des milliers de tonnes de bombes. Le monastère est complètement en ruine. Donc du coup les Allemands se disent, eh ben, c'est l'idéal, mais on va y aller. Et comme ça, ils vont empêcher les Alliés de passer parce qu'ils sont en hauteur. Et du coup, dans le tas de ruines que c'est, on ne peut pas les déloger. Alors qu'ils n'y étaient pas avant. Hein. Donc c'était vraiment une erreur tactique colossale. Donc il est reconstruit à partir de 1946. Je crois que c'est le responsable de l'ordre, est très clair. Construire les choses là où elles étaient, comme elles étaient. Donc il est exactement refait à l'identique. La dernière fois, c'est 16e, 17e, on va dire, entre 16e et 18e, donc il est refait à l'identique. Il y a juste les peintures dont on n'a pas... parfois c'est sur toile, donc là c'est autre chose, mais quand c'est au plafond et tout, donc on n'a pas forcément gardé les modèles, donc ils vont demander à des peintres des années 50-60, dont un qui va se
terminer sa vie là, hein, qui va devenir frère bénédictin, de faire des peintures et tout. Donc vous voyez, au niveau architecture, vous voyez exactement comme il était, il y avait les plans et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme dès son origine, c'est toujours une bibliothèque importante, puisqu'on compte plus de 100 000 volumes. Ce qui est quand même pas rien. Il n'y a quand même pas beaucoup de bibliothèques qui peuvent se vanter d'avoir 100 000 volumes, dont certains remontant à l'époque de Saint-Benoît, c'est-à-dire 6e siècle. Donc c'est absolument impressionnant. Il y a 300 000 visiteurs par an. Le fait que le monastère soit détruit, une partie des reliques parties, mais apparemment tout le monde n'est pas d'accord, les autres monastères s'inquiètent. Et effectivement, le troisième abbé de l'abbaye de Fleury, qui est l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire maintenant, puisque c'est elle qui a les principales reliques, l'abbé Momol, comme ça se prononce, M-O-2-M-O-L-E, qui est le troisième abbé, donc le supérieur de l'abbaye de Fleury, reçoit en un songe. Durant sa vie, Saint-Benoît communiquait beaucoup par songe, hein, avec ses jeunes étudiants ou ses adjoints, etc. Reçoit un songe en disant qu'il faut absolument envoyer quelqu'un au Monte Cassino pour sauver les reliques de Saint-Benoît de Benoît et de Scolastique. Alors, parenthèse, digression. C'est pas simple à savoir quand il a été canonisé. Certains disent qu'il est vénéré dès le 6e siècle. Alors, par effet de conséquence, on va dire, si les évêques autorisent la vénération de Saint-Benoît, c'est qu'il a dû être canonisé. Et puis, on parle aussi de canonisation au XIIIe siècle. Donc, tout ça, c'est pas très clair. C'est étonnant d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même assez précis ce qu'on a. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bagarres dans l'Église à ce moment-là, et en même temps un basculement de civilisation, puisque c'est la fin de l'Empire romain, et la nouvelle civilisation qui arrive. Donc, vous comprenez les cafouillages que ça peut donner, tout ça. Hein. Bon, surtout que pendant assez longtemps, c'est l'empereur de l'Empire germain qui nomme le pape. Il n'est pas forcément élu. Donc tout ça, ça va changer aussi. Donc c'est... Voilà. J'en viens à notre abbé Momol, qui va envoyer, je crois que c'est Aigure, le moine Aigure, ou Gulf, avec un autre, il va choisir un collègue ou deux, et un moine du Mans, qui lui les accompagne pour ramener les reliques de Sainte Scolastique. Donc, ils font le chemin, on est en 660, hein, on est un peu plus d'un siècle après le décès de Saint-Benoît et Sainte Scolastique. On est un peu plus de 70 ans après la destruction du Mont Cassin qui n'a pas encore été reconstruit. Il sera reconstruit quelques années plus tard. Donc là, c'est la deuxième fois, la première fois qu'il est détruit. Et donc, ils vont là-bas et ils trouvent la tombe comme indiqué. Et ils ramènent donc les restes, les reliques de Saint-Benoît et de Sainte Scolastique. Alors, et il les amène à l'abbaye de Fleury, qui deviendra l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Elle a retrouvé son nom d'abbaye de Fleury que ces dernières années, mais c'est la ville qui a gardé le nom de Saint-Benoît-sur-Loire. Voilà. Qui est pas très loin d'Orléans, qui est une abbaye magnifique, hein, classée au patrimoine, qui a presque 1000 ans. Le clocher qui abritait aussi des pèlerins a presque 1000 ans. Vous savez que ces fameux piliers romans décrivent des scènes de la Bible, ils sont sculptés incroyables, et surtout le porche sur le côté, pas le porche principal, mais le porche latéral avec le Christ, hein, roi, etc. C'est une pure merveille. Hein. Je ne sais pas combien de dizaines de sculptures. L'intérieur est très simple, roman, mais extrêmement joli, avec les chapiteaux travaillés avec des feuilles, etc.
Elle est balèze, hein, l'abbatiale. C'est la seule partie du monastère qui n'a pas été détruite à la Révolution. C'est pour ça que les bâtiments conventuels, c'est-à-dire là où vivent les moines maintenant, ça date des années 50. L'abbatiale n'a pas été détruite parce qu'elle est devenue l'église du village, en fait, ce qui est toujours le cas. Et l'orgue que vous pouvez voir est un des premiers orgues qu'il y avait à la cathédrale d'Orléans. Voilà, avec une grande coquille Saint-Jacques, etc. Pourquoi? Parce que c'est sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Voilà. Cette basilique est magnifique et donc les reliques sont ramenées, ce qu'on appelle la translation des reliques de Saint-Benoît, Saint-Scolastique. Elles sont ramenées le 11 juillet 660. Voilà. Donc pendant longtemps, on a fêté 2 fois Saint-Benoît dans l'année, le 21 mars, date de son décès, et le 11 juillet, date de la translation de ses reliques. Finalement, c'est dans les années 60, ça doit être Paul VI qui a délimité au 11 juillet, date des translations des reliques de Saint-Benoît. Voilà. Et il est fêté le 14 mars chez les orthodoxes. Voilà. Sainte Scolastique, elle, donc le moine qui est venu récupère, et elle est à l'abbatiale qui est au Mans, une partie, et une partie vers Reims. Parce que la reine, je crois Mathilde II, avait, du fait de l'attaque des Normands et tout, c'est que le Mans, c'est pas en train de voir la mer, avait donc transféré une partie des reliques pour les protéger. Alors le truc, c'est que comme ils étaient enterrés dans le même caveau, il y a eu un petit peu de mélange des squelettes. Hein, ils n'ont pas eu comme Sainte-Catherine-Labouré, etc., ou d'autres avant. Leur corps n'est pas intact, ils sont vraiment décomposés. Donc, a priori, à Saint-Benoît-sur-Loire, vous avez le crâne au Saint-Benoît, vous avez quelques grands os, fémurs et tout, et vous avez un petit os, je ne sais plus si c'est un tarse, du tarse ou du carpe, c'est-à-dire un carpien ou un tarsien, qui est de Sainte Scolastique. Et au Mans, il y a un humérus qui visiblement est de Saint-Benoît. Mais il n'était pas prévu, mais Saint-Benoît a voulu que sa sœur soit enterrée vraiment à côté de lui. Donc, bon, tout ça, c'est la même famille, tous les deux sont saints. Alors, c'est vrai que si on fait une analyse génétique, on trouverait des petites différences, une grande partie commune, puis des petites différences, ça permettrait de définir, mais c'est pas vraiment important. On sait que le crâne et la plupart des os sont Saint-Benoît, et de même au Mans et à Reims. Alors, a priori, il y aurait une partie du squelette qui serait donc à Rome encore, et il y aurait plus rien ou très peu de choses au Monte Cassino. Voilà. Mais il y a toujours, par contre, son caveau. Donc les gens viennent se recueillir sur la tombe, son caveau, sa tombe, de Saint-Benoît et de Sainte Scolastique. Voilà. Les reliques, je crois, sont montrées au public tous les 11 juillet, si mes souvenirs sont exacts, à Saint-Benoît. Ils sont dans une châsse, qui est magnifique, en argent, etc. Alors, ils sont sous la crypte, dans la crypte qui est sous la basilique. Alors, c'est impressionnant parce qu'on est à l'art roman. Donc, vous avez des piliers dans la crypte qui, à mon avis, dépassent les 1 mètre de diamètre, si mes souvenirs sont exacts. Mais qui sont magnifiques, c'est très élégant. C'est massif, c'est costaud, parce que tout le cœur de l'abbatiale est construit dessus. Hein, mais, donc, tous les piliers du cœur et tout sont construits dessus. Mais c'est très élégant. Et donc, vous avez au milieu le reliquaire. Il y a un double ou un triple reliquaire. Vous avez le premier, avec une clé qui protège, et le deuxième, finalement, vous avez le reliquaire en argent, et dessus, posé sur, comme ça se fait, sur un velours rouge, les reliques de Saint-Benoît. Donc, on peut aller prier devant ces reliques, devant le coffre, quand on veut, hein, c'est tous les jours ouvert au public. Il y a un roi à Saint-Benoît, alors c'est Philippe Ier, le roi Philippe Ier de France. Alors c'est un cas, j'en dirai quelques mots. Il a vécu bien après la translation des reliques de Saint-Benoît, puisqu'il a vécu en même temps que Guillaume le Conquérant, hein, donc vers l'an vers l'an 1000, 1065, 1070, 1080. Et Philippe Ier n'était pas un exemple au niveau de ce qu'est un chrétien, si vous voulez. Et donc, à sa mort,
qu'il avait des ennuis avec son évêque. Il a dit, je vais me faire enterrer à Saint-Benoît-sur-Loire, chez les bénédictins, parce que les pères bénédictins, ils pardonnent beaucoup plus facilement. Voilà, donc vous avez son... Ah mon Simba. Vous avez son... il est très grand Simba. Hein. Vous avez son corps qui est sous le pavage. Alors c'est intéressant parce que le pavage du chœur de la basilique Saint-Benoît sur Loire est d'origine. Hein, il est multicolore et il a presque 1000 ans. Voilà. Et donc il a été défait pour enterrer Philippe Ier, qui n'a pas été déterré à la Révolution. Donc c'est un des rares rois qui est intact. Voilà. Et vous avez son gisant qui est à côté. Alors je rappelle que vous avez deux choses. Pour les rois, les reines, etc., quand ils sont enterrés officiellement dans une basilique. Vous avez le gisant, où ils sont représentés allongés, décédés, les mains jointes, etc. Et vous avez le priant, où ils sont représentés vivants et à genoux, en train de prier. Hein, c'est les deux. Par exemple, Louis XVIII, pour son frère et sa belle-sœur, donc son frère Louis XVI et sa belle-sœur Marie-Antoinette, il va le tombeau est très joli à la basilique Saint-Denis. C'est un des derniers qui a été fait. La basilique Saint-Denis n'a plus que 75 tombeaux, entre guillemets. Ça a du Guesclin, Berthaud Grandpied, tous les Bourbons, enfin bon, voilà. Et ils sont représentés, je crois, en gisant à l'étage, au rez-de-chaussée. Et au-dessus, ça fait un grand baldaquin en marbre, Louis XVI et Marie-Antoinette sont représentés en priant. Mais de façon vraiment très jolie. Eux sont enterrés dans la crypte. Voilà. Alors Louis XVI, Marie-Antoinette, parce qu'on savait ce qu'elle portait comme vêtements, donc enterrée dans la fosse commune. Je ne sais pas si on a retrouvé son crâne, mais il y avait peu de chances qu'on ait échangé sa robe avec une autre, voilà. Donc on l'a retrouvé facilement. Et on dit que Louis XVI, on l'a retrouvé moins facilement. Je ne suis pas tellement d'accord. Quand vous avez un mec qui fait 1m93 à la Révolution française, même s'il a plus de tête, il tranche à côté des autres squelettes. Où déjà, les hommes qui faisaient 1m75, c'était rare. Donc, dans la fosse commune, à mon avis, ça devait être le seul de ces tailles-là. Donc, je pense qu'on peut être sûr que ce soit Marie-Antoinette et Louis XVI qui sont à la basilique Saint-Denis en bas. Vous avez là donc la tombe de Louis XVIII qui est à côté. Charles X est enterré en Slovénie, qui est le dernier frère. Leur sœur Élisabeth. Alors, Élisabeth, elle est enterrée. Je me souviens plus. Vous avez sa maison à Versailles, hein, le domaine de Madame Élisabeth, qui était quelqu'un de phénoménal, puisque l'évêque de Versailles a introduit sa cause pour être béatifié et canonisé, hein, la petite sœur de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Mais vous avez toujours son domaine, bon, certaines choses ont été détruites, mais une grande partie sont intactes, qui est le long de l'avenue de Paris. Bien avant le château, si vous voulez. L'avenue de Paris, c'est l'avenue qui est en face, le corps central du château. Les trois avenues qui forment la patte d'oie, c'est quand vous avez le château en face, à gauche, c'est l'avenue de Saint-Cloud. Au centre, l'avenue de Paris, qui est la troisième avenue la plus large du monde, encore actuellement, 93 mètres. Et l'avenue de Saint-Cloud. Sceaux, Paris, Saint-Cloud. Voilà. Et donc, son domaine, à Madame Élisabeth, est resté en grande partie intact. Notamment le petit château, il y a la laiterie, il y a tout un tas de choses. C'est sur la droite de l'avenue de Paris ou sur la gauche quand on a le château en face, si vous voulez. Et donc sa cause est au Vatican. C'était une femme remarquable. Louis XVI aimait beaucoup. Il était juste avec elle à une époque, comme il a toujours fait, même avec Marie-Antoinette. Et cette jeune femme était par ailleurs une mathématicienne hors du commun. Elle a inventé des trucs en mathématiques, elle a fait des calculs pour la marine, etc., qu'on apprend toujours, hein, que les amelot dans les choses anciennes apprennent toujours, actuellement. Donc c'était vraiment quelqu'un de très vif d'esprit, très intéressant, et qui passait une bonne partie de son temps à essayer de soulager la misère, hein, une bonne partie de son argent, les pauvres, etc., son domaine, en fait, elle l'achète à des amis qui le vendent, mais elle n'a pas un revenu assez élevé, donc Louis XVI ne lui en fait pas cadeau. Outre
une bonne partie de son salaire. Ce que Louis XVI lui prête pour l'acheter, elle le remboursera sur 5 ans. Voilà. Donc ils étaient très clairs, hein, eux deux, ils s'aimaient beaucoup d'ailleurs. C'est quelqu'un qui va accompagner la reine jusqu'à la conciergerie, et le roi aussi, jusqu'au bout. Elle est crainte. Elle est crainte par les imbéciles de révolutionnaires, là, qui vont tuer le petit Louis XVII. C'est une femme qui est crainte. Personne bronche quand elle dit quelque chose. Elle a, si vous voulez, la parole un petit peu de Jeanne d'Arc et tout. Et elle est vraiment crainte. Elle est respectée. Personne n'ose la décevoir. Et je ne sais plus si elle est à la tête tranchée ou pas, je ne me souviens plus. Donc elle ne s'est pas mariée, etc. Et surtout, pendant la Révolution, elle a sa réputation d'avoir aidé énormément les pauvres, d'avoir lutté contre les riches, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais elle est vraiment crainte par la façon dont elle est déterminée, par la femme de foi qu'elle est, etc. Voilà. Donc vous avez toujours son domaine, le domaine de l'épouse de Louis XVIII, il n'y a plus grand-chose. Il y a le château principal et le château du thé aussi, mais qui sont séparés. En fait, c'est un grand. On n'imagine pas, mais Versailles, c'est pas que le palais. Chacun avait son petit domaine en dehors. Le parc Balby, qui est au bout, si vous voulez, du potager. Madame la comtesse de Balby était la maîtresse de Provence. Charles X, le futur Louis XVIII, pardon, c'est exact. Le château a été détruit, machin et tout. Par contre, il reste la grotte immense et un belvédère dessus. Ils ont refait les allées, etc. Le manoir de Madame du Barry, c'est le département qu'il a et c'est nickel. Ils entretiennent bien, ils ouvrent, vous avez toutes les boiseries et tout. Madame de Pompadour, c'est une école de commerce. Donc le manoir de Madame Elisabeth, je vous en ai parlé. La femme de Louis XVIII, il en reste qu'un bout. Il y a aussi, donc il y avait des tas de choses. Les écuries du comte d'Artois et du comte de Provence. Je crois que les deux, dans une des deux, il y a la gendarmerie. La grande et la petite écurie du roi, donc ça, sont revenus à Versailles. Par contre, l'écurie de la reine, c'est la cour d'appel. Donc il y avait des bâtiments, des quantités invraisemblables, hein, comme l'endroit où ça s'appelait pour la chasse au loup, au lièvre, etc. Qui était un très grand bâtiment, la faisanderie au bout du grand canal, etc. Donc c'était gigantesque. C'est pour ça que Versailles a été incontestablement le plus grand palais du monde. La cité interdite à côté, sachant qu'il y a au plus un étage. Faut savoir qu'à Versailles, il y a eu jusqu'à 6 étages. C'est pas grand chose, si vous voulez. Vous avez tous les ministères et tout. Je veux dire, c'est immense en superficie, hein. Donc on peut dire que c'est le plus grand. Voilà. Sans problème. Même si beaucoup de choses ont été transformées, la vénerie, oui. Là où il y avait pour la chasse au loup, chasse au renard, chasse aux cervidés, etc. Donc c'était immense. Et ça a été transformé en 19e. Vous avez à la fois la préfecture de Versailles et le conseil général. Donc je ne sais pas ce qui reste exactement. Il reste des murs, il reste tout un tas de choses, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Bon, c'était une parenthèse. On est parti de Saint-Benoît et je suis encore allé là. Bon, pour en revenir, donc voilà, Saint-Benoît, ses reliques, soit Saint-Benoît. Donc vous avez tout compris, cet homme remarquable, dont on peut voir les reliques donc à la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire. Les moines sont une quarantaine, une cinquantaine de tous les âges, hein. Ils n'ont jamais vraiment manqué de vocation. Les bénédictines sont à une trentaine de kilomètres. C'est le dernier monastère qui a été construit dans le Loiret au XXe siècle, puisque c'est en 1999 qu'il est ouvert. Un an près, c'était le premier du XXIe siècle. Elles sont... C'est génial d'ailleurs ce monastère tout neuf, mais j'ai oublié où c'est. Et une fois par an pour le 15 août, les sœurs viennent faire la messe du 15 août avec les frères. Donc les deux pratiquent le chant grégorien, qui porte le nom de grégorien en l'honneur de Grégoire le Grand, justement celui qui a écrit la vie de Sainte Scolastique et Saint Benoît. Hein, ce sont des moines de la région de Metz qui ont créé ces chants et qui, en l'honneur de Saint Grégoire le Grand, les ont baptisés chants grégoriens. Voilà, donc Grégoire le Grand, qui était Grégoire Ier, qui a... c'est lui dont on a, en fait, c'est chez lui qu'on puise tous les renseignements sur la vie de Saint Benoît et Sainte Scolastique, ça c'est clair.
Voilà. Euh, alors, je vous encourage à aller... Alors, tous les jours, la messe, c'est en chant grégorien. Mais les plus beaux chants sont le 15 août, parce que vous avez aussi les bénédictines qui sont là. Et si vous n'avez jamais été à une messe avec des chants grégoriens, il faut y aller. Au moins une fois, il faut entendre ce que sont les chants grégoriens. Ce sont des chants qui ont été créés pour apaiser, pour faciliter la prière. C'est comparable à rien d'autre. C'est absolument unique. Et vous ressortez, vous êtes zen. C'est vraiment très beau. Ils ont été vraiment travaillés dans ce but précis. Voilà. Donc Saint-Benoît-sur-Loire et la plupart des monastères bénédictins le pratiquent toujours. Voilà, quoi vous dire d'autre? Donc les translations des reliques, ce qui fait que la fête de Saint-Benoît est passée du 21 mars 547, jour de son décès au 11 juillet. Pie XII va le nommer un des défenseurs de l'Europe, mais c'est vraiment Paul VI qui va en 1964 le nommer patron de l'Europe. Voilà. Alors il faut savoir qu'il est également patron des ingénieurs, des architectes, des agriculteurs, des ouvriers agricoles, des réfugiés, des mourants, des jeunes, mais dans certains cas, d'ailleurs les scouts d'Europe, c'est leur saint patron, puisque c'est le patron de l'Europe. Et on l'invoque, alors évidemment, la médaille qui ne date pas de son époque, si vous savez que c'est un très très grand exorcisme, beaucoup de ces miracles consistent d'ailleurs à lutter contre Satan. Donc la médaille, je crois, date de 4 à 600 ans après sa mort. Médaille Saint-Benoît avec quelques inscriptions en latin. En fait, il y a l'initiale des inscriptions. Donc ça, quand vous en achetez, en général, il y a le petit papier qui vous dit ce que c'est. Tes mensonges, je n'y crois pas, c'est tout ça fait... Bon, voilà. Et c'est l'équivalent un peu de la... c'est pas la médaille. Dans l'Ancien Testament, c'est Salomon. Hein. Cette espèce de grosse médaille où vous avez l'étoile juive dessus, etc. Et qui est vraiment aussi pour vous protéger du démon. Salomon était un exorciste vraiment important. Et Saint-Benoît, c'est vraiment un très très grand exorciste. Voilà, donc on la trouve un peu partout. Elle est très jolie, cette médaille d'ailleurs. Il a fait beaucoup de prières qui sont très simples. C'est quelqu'un qui est strict, mais qui donne l'exemple et qui surtout veut que les gens puissent vivre. Je vous dis, sa règle, c'est qu'il faut absolument que les moines, les moniales soient équilibrés, c'est-à-dire puissent être heureux. Voilà, donc c'est pas l'austérité à tout prix, c'est pas tout ça du tout. Les horaires sont stricts, effectivement, mais l'équilibre de la personne entre les temps de paix, les temps de repos, les temps de prière, les temps de travail sont importants. Voilà, ça c'est clair. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Saint Scolastique, SCH, Scolastique, et Saint Benoît. Au niveau des maladies, donc les exorcismes, les empoisonnements, tout ce qui est empoisonnement et tout, il faut faire appel à lui. Tout ce qui est également tout un tas de choses. J'ai oublié ce soir, mais il faut dire que c'est le jour où mon grisou est parti et je suis un petit peu... je suis marqué. C'est toujours terrible quand un de nos minés partent, on les aime tellement et ils nous le rendent bien. Voilà. Donc c'est un personnage absolument remarquable. Vous avez une émission sur KTO que vous pouvez voir en replay ou peut-être sur YouTube, qui est hyper intéressante sur Saint-Benoît de Nursie. Et vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses dans ce qu'on sait. Mais c'est quelqu'un avec lequel on ne s'ennuyait pas, qui était très sérieux, mais avec lequel on ne s'ennuyait pas, comme tous les saints. C'est toujours des bons vivants. Voilà. Et il a fait quantité de miracles. Voilà pour Saint-Benoît. Donc il transforme complètement, quand il est remis en avant au Moyen-Âge, la vie monacale et tout complètement.
Ce qui fait que beaucoup de monastères vont la prendre ou s'en inspirer. Voilà. C'est à peu près tout. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Si j'ai oublié quelque chose, je reprendrai. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur Saint Benoît, et puis on fera quelque chose sur Sainte Scolastique, mais qui est beaucoup plus discrète en fait, ou peut-être parce que c'est une femme et on a plus attaché d'importance à Saint Benoît qu'à Sainte Scolastique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des chances que ce soit des jumeaux, des faux jumeaux, ils sont très proches l'un de l'autre, et que donc toute leur vie, il y a une journée par an qui se consacre, chacun faisant la moitié du chemin depuis son monastère pour se retrouver. Voilà. Il ne manque pas d'humour, ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais sur ce, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais faire quelque chose du fait de la mort de Grisou sur Saint François. Saint François fait des très belles prières sur les animaux. Hein, ça correspond tout à fait à ce que le Christ a annoncé pour les 3 jours, etc. C'est-à-dire des lieux où les animaux volants, aquatiques ou terrestres seront protégés. Et où, je vous l'ai dit, dans les centaines de milliers de témoignages sur le fameux tunnel de lumière, les gens qui sont en stade 4 de coma et qui reviennent disent toujours qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent encore à rentrer dans le tunnel de lumière, aller vers le Christ, qui sont des amérantes, qui ne sont pas morts au bon moment, et où le Seigneur envoie leurs animaux domestiques, qu'ils ont beaucoup aimés. C'est pour ça que dans ce tunnel de lumière, il y a beaucoup de gens, et il y a beaucoup d'animaux familiers, chiens, chats, etc., tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, même si on ne croit pas, les livres sur ce qu'ils appellent souvent la vie après la mort, le tunnel de lumière, etc., qui sont souvent pas écrits par des gens croyants, mais prouvent que les animaux, effectivement, ont une vie. Dieu leur consacre beaucoup de temps. C'est leur créateur comme nous. Et donc, on va les retrouver là-bas. Et heureusement, parce que sinon, ça serait trop terrible. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai été long, plus que prévu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je remettrai une petite précision sur Saint-Benoît, quand ça me reviendra. Et puis, donc, je vous encourage à voir ce documentaire sur KTO. Il est encore en replay. Sinon, vous allez le retrouver sur YouTube. Alors, sur KTO, un truc qui est génial. Ça s'appelle Qui est l'homme ? Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que l'homme ? Donc, il y a 4 conférenciers. Et moi, celui qui m'a subjugué, c'est le premier, c'est le professeur. J'ai oublié son nom. Il doit être... Enfin, il travaille sur la génétique, neurologue et généticien. Il est professeur au CHU, si mes souvenirs sont exacts, de Lyon. Voilà. Et il est formidable au niveau de l'impact des gènes sur qui on est, homme, femme, etc., sur la maturation sexuelle. Entre autres, il dit que les femmes ne sont pas mûres sexuellement avant 22 ans et les hommes avant 24. Donc les transgenres à partir de 14 ans, c'est un peu... voilà. Mais ça cache quelque chose d'autre. Et lui, il parle les gènes. Voilà ce que les gènes démontrent. Il est absolument passionnant. Donc je vous recommande de le voir. On peut le voir aussi en replay sur KTO. Il est peut-être déjà sur YouTube, mais on peut le voir en replay sur KTO. Mais c'est pas sûr qu'il soit déjà sur YouTube parce que cette conférence, il y a 4 intervenants. On est passé du 1 au 3, donc il va y avoir le 2 et le 4. Et en principe, mettre sur YouTube quand tous les intervenants sont passés. Cette semaine, c'est l'intervenant numéro 3. Voilà, mais l'intervenant numéro 1, ce professeur est absolument incroyable. Incroyable, clarifie beaucoup de choses. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Bye bye.